Salut à tous, c'est une des grosses thématiques de cette session de Future of Finance, la question de l'automatisation, de bout en bout. D'ailleurs, vous verrez, c'est même un débat en fait très intéressant débat qui est là depuis des années et des années, mais qui à chaque fois vient se nourrir de nouveaux éléments, plateforme unique ou pas plateforme unique, le fameux best of breed, automatisation de bout en bout, enfin bref. Qu'est-ce qu'on met derrière tous ces mots? Quel est finalement le projet des entreprises aussi, puisque ça reste ça le cœur de ce qu'on essaye de faire. On va en parler avec Serala et avec Alexis Van Andenhoff. Bonjour Alexis. Bonjour Stéphane. Et merci de nous rejoindre. Et Grégory Micheletti, salut Grégory. Bonjour Stéphane. Directeur CSP Comptabilité de Cerba Healthcare. Cerba, labo pharmaceutique, on en dit quelques mots? Alors, labo pharmaceutique, en tout cas laboratoire de proximité pour la grosse filiale du groupe Cerba, ouais. Mais également une multitude d'activités pour le groupe Cerba, vétérinaire, alimentaire. Mais ce qui est intéressant et ce qui va nous intéresser dans notre discussion, c'est qu'il y a un outil de production. Il y a un outil de production. C'est qu'il y a, voilà, tu es industriel. Exactement. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait, dans cette Exactement. session. Et ça pose des problèmes particuliers avec des solutions particulières sur l'automatisation. On va voir ça. Alexis, je crois que vous travaillez avec une conviction, c'est qu'une base commune pour toute la structure financière est un atout. Oui, en fait, ce dont on se rend compte après 36 ans d'expérience avec Serala, c'est que les départements de la finance ont pris énormément d'importance dans les sociétés, ouais. Mais c'est le cordonnier le plus mal chaussé. C'est-à-dire que c'est très siloté. Chaque département fait ses petits projets, ses petits applicatifs pour résoudre ses petits problèmes, mais qu'il n'y a pas de vue d'ensemble. Ouais. Et donc, la vraie idée que nous, on essaye d'apporter, c'est d'avoir une plateforme unique qui vient supporter la totalité de la fonction finance en entreprise. Gros débat, hein, parce que je le dis d'un mot, et notamment on en discute avec les experts de Deloitte et les équipes de Deloitte. La question, c'est sortir de ces silos et casser ces silos. Exactement. Demande une telle énergie. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne suis pas certain que ça demande beaucoup d'énergie. Je pense qu'il faut avoir une conviction de se rendre compte que les silos sont condépendants et que le seul moyen finalement d'avoir une vue sur l'entièreté de son cash, ouais. C'est d'arriver à considérer les différents silos. Et donc, ça ne veut pas qu'on veut. Le but n'est pas de détruire chacun des silos, c'est plutôt de construire des ponts de communication, des ponts fonctionnels pour arriver à retirer l'information nécessaire et la faire se communiquer transversalement dans la fonction finance. Ouais, c'est intéressant. Tu rajoutes une couche, quoi. Ce qui évite. Non, je comprends tout à fait. Ce qui évite, parce que c'est de la technologie, mais c'est des relations humaines aussi. Hein, exactement. Évidemment. Peut-être même davantage des relations humaines que de la technologie. Souvent, c'est ça qui bloque. Voilà, souvent, c'est ça. Ouais. Grégory, alors, raconte-nous, vous êtes lancé dans un grand projet. Tout à fait. Alors, le groupe Cerba a lancé un projet pas de refonte, mais en tout cas de modernisation de tous ces outils informatiques. Et effectivement, c'est une grosse transition pour les utilisateurs. Voilà, c'est ce qui est peut-être le plus difficile aujourd'hui à appréhender, à accompagner. Voilà. Donc, vous avez démarré avec le P2P. Oui. Alors, on a démarré avec le P2P parce qu'il y a effectivement un peu moins de 2 ans, on s'est lancé dans un double chantier, outil de procurement plus CSP comptable. Donc, ça change beaucoup de choses. Hein. Ça change déjà les hommes, ça change les outils, ça change les processus. Donc, c'est assez profond comme révolution. Exactement. Et, résultat, comment ça se passe Alors, comme toute mise en place d'outils aussi lourds, on va dire, en termes organisationnels, il y a toute une période d'appréhension, de formation déjà, ensuite d'ajustement. Hein, les gens s'adaptent petit à petit à leurs nouveaux outils. Et effectivement, on commence à voir les prémices des différentes améliorations que l'on attendait, que ce soit en qualité de l'information, en productivité, voilà, pour l'essentiel. Alexis, il y a quelque chose que tu dis qui je trouve très intéressant, c'est
Dans ce que dit Grégory, donc on sent bien qu'il y a de la résistance à tous les étages, quoi. Voilà, je veux dire comme ça. Et tu dis, il y a des mots qui font peur, qu'on balance comme ça dans tous les sens, qui en fait ne veulent pas dire grand-chose. Là, on parle automatisation, RPA, tout ça. RPA, machine Ouh là là, mais learning, qu'est-ce que c'est que ce truc, tout ça? En fait, ce que nous, on voit dans le succès d'une implémentation d'un projet, quel que soit le processus financier qu'on veut automatiser ou sécuriser, le vrai critère de succès, c'est d'arriver au tout début à faire ce qu'on appelle finalement un blueprint, donc tomber tous d'accord sur ce qu'on va mettre en œuvre. Et quand on dit tous d'accord, c'est à la fois l'éditeur logiciel, les consultants internes, les consultants externes, les départements informatiques, l'audit interne, etc. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en regroupant tout le monde dès le début, on a un petit peu tout le monde à bord, et alors il y a une vraie conduite du changement qui doit être faite. Et quand on fait cela, on regarde aussi tous ces aspects un petit peu dont le marketing peut parfois abuser de ces termes de langage, Ouais. la RPA, le machine learning, la détection de fraude automatique, etc. etc. Et c'est à la fois souvent mal défini, et parfois c'est aussi un petit peu déguisé. C'est-à-dire que faire de la RPA n'est pas compliqué, mais souvent ça peut être présenté comme du machine learning, tandis que ça ne l'est pas. Du machine learning est quelque chose d'extrêmement compliqué à développer. Par contre, va donner une automatisation de tâches qui est absolument incroyable parce qu'en fait, l'outil va apprendre par lui-même sur base des habitudes des humains. Tout à fait. Et donc, c'est ça la différence. Et donc, je pense que ce qui est crucial, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, c'est dans le cadre d'un projet de ce type, il faut absolument tester en amont est-ce qu'il y a une couche de machine learning ou pas. Parce que s'il n'y en a pas, c'est que l'éditeur est en retard et construire ce retard, vu la complexité de développement, est compliqué. Oui, mais lui, il ne va jamais nous dire qu'il est en retard, l'éditeur. Non, mais il y a moyen de l'identifier. Il y a moyen de l'identifier. Il ne faut pas juste lire la brochure. Grégory, tu es d'accord avec cette présentation? Alors, je ne vais absolument pas remettre en question ce que dit Alexis, il est sûrement bien plus compétent que moi. Mais c'est intéressant, sur cette espèce de forum prenant l'ensemble des parties prenantes, y compris les cabinets de conseil, y compris, tu les as pas cités, mais les intégrateurs. Tout à fait. Voilà. Très intéressant. Oui, c'est extrêmement intéressant. À une vision, je vais parler d'une vision plus en amont du projet. La robotisation, elle a énormément de valeur, enfin, elle a énormément, oui, de valeur ajoutée dans le fait qu'elle oblige les sociétés à écrire leurs processus. Ouais. Et ça, très souvent, les processus sont écrits en amont, à l'origine de tel ou tel projet et n'ont jamais été remis à jour. Et on se rend compte qu'en réalité, les années ont fait diverger les processus tels qu'ils avaient été conçus à l'origine. Et quand on met en place un projet d'automatisation, on est obligé de se mettre tous autour de la table, les différents services, pour vraiment essayer de comprendre quelle est chaque étape du processus. Et rien qu'en ça, c'est déjà, utile de se lancer dans des projets d'automatisation. Et alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Grégory, parce qu'en fait, dans cette étape-là, il y a souvent deux choses qu'on voit. Donc, effectivement, les processus ne sont pas écrits ou très peu. Je présume que dans ton CSP, avant de mettre en place des outils, tu avais certains de tes collaborateurs qui avaient des post-it avec des numéros de fournisseurs, de clients et un petit peu partout. Et donc, ce qu'on essaye, c'est de se dire, OK, il faut essayer de rentrer tout ça dans un applicatif. Mais alors, il y a un autre aspect qui est que quand on revoit les processus, très fréquemment, on se rend compte que il y a une attitude parce que ça fonctionne depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, pourquoi les changer? Et en fait, la question, ce n'est pas est-ce que ça fonctionne. La question, c'est plutôt est-ce que le processus tel qu'il est utilisé aujourd'hui fait du sens par rapport à l'industrie dans laquelle je suis, par rapport à les challenges de la société, par rapport à une potentielle croissance. Et donc, c'est vraiment ça, c'est la remise en cause de processus existants, les rédiger. Et alors, le tout dernier aspect, c'est qu'une robotisation dans le but qu'elle soit finalement tout à fait acceptée par l'humain n'est intéressante que s'il y a deux choses, une très bonne interface humain-machine, mais un deuxième aspect, c'est un grand
une grande flexibilité de configuration de l'applicatif. Configuration, pas développement. Ouais, et donc, si on peut configurer ça et que les humains, les utilisateurs clés peuvent eux-mêmes configurer dès qu'il y a des changements de fournisseur, changement de client, eh bien, ça donne en fait une indépendance à cette société d'avancer avec son applicatif. Et c'est vraiment ces deux points qui sont très importants. Dans le sujet d'automatisation, et c'est là où on en vient à l'industrie, il y a aussi cette idée de dialogue entre des systèmes qui se sont modernisés et puis des systèmes de production sur les machines qui, eux, ont parfois 20 ou 30 ans. Oui, ça, exactement. Grégory. On n'est sûrement pas les seuls dans ce cas. Non, exactement. On a l'impression. C'est pour ça que ça m'intéresse. Oui. C'est Il y a encore beaucoup de sociétés qui tournent sur des écrans noirs et verts, en tout cas des systèmes de production. Et effectivement, il est plus simple aujourd'hui parce que les outils d'automatisation sont quand même des outils qui sont assez facilement malléables, qui sont malléables et qui ont un retour sur investissement qui est assez bon, il faut le dire. Finalement, on favorise non pas des bascules de logiciels, mais on fait des ponts. On a eu l'occasion de le faire, nous, chez Cerba, des ponts entre des outils métiers qui sont fiables, mais sur lesquels on ne peut pas tirer d'autre chose que uniquement ce qu'ils font depuis 20 ou 30 ans, et nos nouveaux outils qui, eux, ont besoin de recevoir de l'information structurée, et donc on a choisi d'automatiser. je trouve ça c'est super intéressant, c'est exactement ce pont que tu décrivais. C'est ce pont qu'on décrivait, et on a ça, par exemple, on a un client qui est aussi dans l'industrie, aussi dans la pharma, et eux, s'ils ont par exemple un litige d'un client qui déclare qu'ils n'ont pas reçu une certaine quantité ou une marchandise, eh bien, notre système, vu qu'il est très, très, très intimement connecté à l'ERP, et dans l'ERP, il y a toute la partie production qui remonte, eh bien, on peut aller vérifier jusqu'à la pesée du colis au moment du départ du colis pour voir si cette pesée équivaut à la quantité du produit et le poids unitaire du produit. Et bien entendu que si là, à la pesée, à l'expédition, il y a déjà un manque, c'est sans doute que le problème est une logistique interne et non pas une logistique externe. Et donc, ça permet en fait d'accélérer, par exemple, un processus de litige client. L'idée, Grégory, c'est d'aller comme ça, pas à pas, essayer d'automatiser un maximum de vos process. Oui, alors... Est-ce que techniquement on peut tout automatiser? Je pense que la réponse est presque tout. Vraiment, il faut s'imaginer un arbre sur lequel on va venir dessiner toutes les décisions à prendre et vérifier si, à chaque fois qu'on passe une étape supplémentaire, est-ce qu'elle est automatisable ou pas. Aujourd'hui, on se pose la question quand on se dit « Ok, c'est effectivement techniquement automatisable, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y a pas trop de cas particuliers? Est-ce que ce n'est pas un environnement qui est trop mouvant ?» Et donc aujourd'hui, c'est à ce niveau-là, c'est sur ces critères-là qu'on décide de stopper l'automatisation dans une branche et qu'on laisse la main à l'humain. Mais peut-être qu'un jour, déjà le machine learning effectivement nous aide à aller un tout petit peu plus loin dans la branche de l'arbre, et peut-être qu'un jour l'IA nous permettra d'aller jusqu'au bout et d'automatiser pour le coup jusqu'au bout. J'aime beaucoup cette image de l'arbre. La branche d'arbre. Voilà. Mot de conclusion aussi. Le sujet, Alexis, c'est un peu comme le disait Grégory. C'est quoi les conditions finalement pour automatiser de bout en bout? D'être le plus proche possible de son ERP, d'éviter un millefeuille applicatif, et donc de toujours d'abord essayer, est-ce qu'avec l'ERP nativement, je peux gérer ce processus financier, l'automatiser en l'accord avec mes besoins internes et non pas forcément mes habitudes internes. Et si ce n'est pas faisable, alors essayer de sélectionner un outil qui ne va pas être un outil que pour un seul silo, mais qui va aider la totalité de la fonction finance, justement pour éviter d'avoir une situation avec des satellites qui gravitent autour de la fonction finance et qui rendent tout l'aspect compliqué et rempli d'interfaçage. Mais ce que je trouve super intéressant au terme de cette discussion, c'est qu'il y a une époque de l'informatique où on aurait pu vivre ça comme une sorte de trophée. Et donc, il y aurait eu une espèce de volonté, on va automatiser de bout en bout. Et là, je vois que vos réflexions sont beaucoup plus apaisées.
dans une idée que oui, ça on peut le faire, ça pas forcément, et puis on peut revenir en arrière. Exactement. C'est la clé du succès, ça. Hein, C'est ça. Merci beaucoup, Alexis, donc Van Andenov et Grégory Micheletti. Et merci à vous, et vous le savez, vous retrouvez l'ensemble de nos programmes sur la plateforme Future of Finance.